Bonsoir à tous, il est 18h, c'est Accès Direct, le magazine de la rédaction de 8 Mont Blanc, comme chaque soir. Ravi de vous retrouver en direct sur 8 Mont Blanc et sur Facebook. N'hésitez pas à partager et commenter si vous avez des questions. Au programme ce soir, j'accueille sur ce plateau Céline Rutten du Parc national de la Vanoise. Nous parlerons sensibilisation et accueil du public alors que la saison d'hiver a commencé depuis quelques semaines déjà. Et puis comme chaque lundi, Sébastien Germain nous propose son instant sport. Il sera question de ski, de télémarque et de saut à la perche. Nous parlerons aussi rugby, mais rugby sur neige avec le désormais traditionnel tournoi des 6 stations qui commence le 12 février prochain. Nous serons en liaison avec Yann Delegue, le co-organisateur de l'événement. Mais avant, comme chaque soir, salut Pauline, les titres du JT. Et on commence avec le Lyon-Turin, mais on va s'éloigner un petit peu du tunnel de base. C'est ça, on va partir du côté de Chambéry. Alors c'est un dossier qui est extrêmement complexe et dont on va parler encore des années et des années jusqu'à ce qu'il voit le jour, je pense. Le 14 décembre dernier, c'est le Conseil communautaire du Grand Chambéry qui a pris position donc, concernant ce tracé ferroviaire. Alors le Conseil a acté qu'il y aurait un futur tunnel sous la Chartreuse. Donc c'est une décision importante pour l'ensemble du bassin chambérien. Pour rappel, il y a 3 millions de véhicules qui sont passés sur la voie rapide de Chambéry l'an dernier. C'était énorme. Donc voilà, ils ont décidé que ça sera, donc là on voit la carte, ça passera sous le tunnel de la Chartreuse. Alors pour l'instant, il n'y a pas encore de date, c'est comme le Lyon-Turin qui est en pause pour le moment, mis en pause par le gouvernement, puisque pour problème budgétaire, avant de voir si ça vaut le coup ou pas de le faire. Donc Jean-Paul Crespi nous expliquera tout ça en détail tout à l'heure dans le JT. Et puis on parlera aussi du Brexit. Oui, il y a 1 an et demi, les Britanniques décidaient de quitter l'Union européenne. Alors le Brexit pourrait quand même bien avoir des effets sur nos stations, puisqu'il y a beaucoup d'Anglais. C'est toi qui allais du côté de Morzine, où il y a une grande part de Britanniques. Pour rappel, en chiffres, c'est 40% de la clientèle étrangère l'hiver en Savoie-Mont-Blanc. Donc c'est énorme, c'est presque la moitié. Donc on verra si ça a des répercussions dans nos stations de Savoie-Mont-Blanc. Et puis après des titres comme chaque jour, notre petite revue de presse, avec peut-être bientôt un moyen d'éviter les bouchons le long du lac. Bah oui, les Annéciens le connaissent bien, le trajet Doussard-Annecy aux heures de pointe, c'est pas possible. D'ailleurs, on pourra en parler avec Emmanuel Jaude qui habite au bout du lac, parce que voilà, c'est un cauchemar pour les automobilistes, plus d'1 heure dans les bouchons. Alors Christophe Maume, qu'on voit ici à l'écran, c'est lancé un défi, c'est mettre en place des navettes donc entre Doussard et Annecy avec une halte à Saint-Joriot. Il dit l'idée serait de mettre 2 bateaux effectuant des allers-retours toutes les 30 minutes entre les 2 villes aux extrémités du lac. Alors ça serait une capacité de 12 personnes et environ 5 vélos, puisque après il faut pouvoir peut-être se déplacer dans la ville, qui pourrait naviguer à 50 km/h, c'est le maximum autorisé sur le lac. Le trajet serait aussi, voire plus rapide qu'une voiture, dit-il. Alors le système de navette, c'est un moyen de réduire aussi la pollution et pas d'inquiétude pour le lac puisqu'il dit qu'il veut utiliser du bioéthanol, un carburant qui est moins polluant que les autres. Alors il faut parler prix bien évidemment. Un trajet coûterait 6 ou 7 euros, soit 14 euros par jour. Il dit effectivement ça peut paraître cher, mais si l'on compare avec le prix de revient d'un véhicule, c'est autour de 29 euros par jour. Donc finalement ce serait bien moins onéreux. Alors les passagers, il en a trouvé puisqu'il a fait des sondages. Maintenant il ne reste plus qu'à trouver les pontons ou accostés. Alors pour ça il a fait demande auprès des municipalités donc de Doussard et de Saint-Joriot, ainsi qu'auprès de la direction départementale des territoires qui, elle, gère l'attribution des pontons à Annecy. Alors si les mairies ont l'air de voir d'un œil positif son projet, l'Annécien attend donc toujours le feu vert pour enfin se lancer et peut-être qu'on pourra enfin éviter les bouchons autour du lac. On aura donc l'occasion d'en reparler. Et puis une initiative solidaire du côté de Chambéry, je crois. D'Albertville. Albertville. C'est la Savoie, c'est pas si loin que ça finalement. C'est à Tournon très exactement. C'est la photographe Marjorie Pruvot qui propose jusqu'au 31 janvier une séance gratuite. Alors la contrepartie, c'est d'offrir au secours populaire des produits de première nécessité. Les séances sont réservées aux enfants âgés de 9 mois à 17 ans. C'est la seule photographe à relayer cette initiative dans la région. C'est une démarche qui a permis de récolter sur les 2 précédentes éditions l'équivalent de 5 000 € de produits pour bébés. Alors ces séances gratuites sont réservées, je l'ai dit, donc aux enfants âgés de 9 mois à 17 ans et le rendez-vous peut être fixé par mail sp73concours au pluriel @free.fr. Il faut ensuite compter une petite heure en studio et puis petit plus, l'opération se conclut par un concours sur Facebook. Un vote en ligne déterminera les plus beaux portraits avec à la clé une série de tirages grand format pour les parents. Donc voilà, c'est une très jolie initiative puis ça permet aussi d'avoir des photos de ses enfants. Plutôt sympa. Et toi, Fanette, on s'intéresse à la consommation en montagne. Voilà, c'est l'association des maires de stations de montagne qui publie les résultats de son enquête qui s'appelle Conso Montagne, qui est réalisée pour la 2e année. Donc ça a été un panel de 1000 répondants. Une enquête qui donne plutôt le sourire aux professionnels, puisque l'essentiel des nouveaux vacanciers qui choisissent de séjourner
en station sont assez jeunes, entre 18 et 29 ans. Donc c'est de bon augure pour l'avenir des domaines skiables. Et puis toujours selon cette étude, le ski demeure l'activité reine à la montagne. Presque 3/4 des vacanciers interrogés le plébiscite. Très loin derrière, il y a les raquettes avec 23%, 22% la marche, 6% le snowboard et 5% le ski de fond. Et à noter toutefois que les non-skieurs absolus, donc ce sont les vrais de vrais récalcitrants au ski, sont tout de même 34% à venir quand même séjourner en station. Et enfin, sache que les touristes dépensent en moyenne 80 € par jour et par personne, toutes dépenses confondues avec le transport. Donc ça reste quand même un certain budget et c'est un budget qui est en constante baisse ces 6 dernières années. Et l'activité bar aussi après le ski qui voilà, doit c'est être ça, négligeable. ça Je sais coûte pas si cher. c'est compté Puis dans la les barquette de films, frites à 10 la €, barquette ça, de frites, voilà, c'est ça. C'est 80 €, on y évite une bière et une barquette de frites et puis c'est bon. C'est ça. Et puis on termine, attention au coup de vent demain. Voilà, donc on en a souvent parlé dans le JT ces derniers jours. La Savoie et la Haute-Savoie ont connu voilà, des jours un peu compliqués d'un point de vue météo. Et là, ça pourrait bien recommencer. Les rafales attendues seront violentes ce mardi et ce mercredi. Et le risque d'avalanche pourrait atteindre même 5 sur 5 mercredi soir. Les rafales de vent prévues, elles, ce mardi pourraient atteindre 60 à 80 km/h en plaine. Et dans le Chablais, elles pourraient même dépasser les 100 km/h. On va donc surveiller ça dans les jours à venir. Et prudence. Prudence, voilà. Et puisque justement on parle de tempête, voilà, on va aller faire un petit tour en montagne parce qu'il va neiger. Donc là, c'est au Ménuire, donc au cœur du domaine des Trois-Vallées. Demain mardi, on attend de nouvelles chutes de neige abondantes toute la journée. La limite pluie-neige sera entre 1000 et 1300 mètres. Donc ça, pareil, c'est à surveiller. Pour le moment, toutes les remontées et toutes les pistes sont ouvertes. On est ici du côté du Roc des Trois Marches. Et à noter que ce jeudi dès 18h30, les touristes et locaux pourront découvrir un spectacle. En fait, c'est des skieurs habillés de LED avec des illuminations, etc. Il paraît que c'est plutôt sympa. Donc ça, c'est ce jeudi dès 18h30. Bah, super. Voilà. Donc si tu sais pas quoi faire jeudi soir, ouais, un petit tour au Ménuire. Avec une combinaison colorée, ça peut être sympa. Voilà. Merci Pauline, on se retrouve tout à l'heure. On va passer à l'invité du jour. Je reçois, comme promis, Céline Rutten du Parc national de la Vanoise. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes garde-monitrice dans le secteur de Pralognan. Oui. Parmi vos missions, ce n'est pas la seule, il y a la mission de sensibilisation auprès des publics. Cette mission-là, elle ne s'arrête pas pendant l'hiver ? Non, non, bien entendu, c'est une mission qu'on essaye, qu'on assume tout au long de l'année. On part du principe que pour protéger, on protège mieux ce que l'on aime et donc ce que l'on connaît. Donc c'est le rôle des gardes-moniteurs et des gardes-monitrices que de faire découvrir la nature de proximité sous un angle qu'on n'a peut-être pas trop souvent l'habitude de faire. L'hiver, ça s'y prête bien ? Oui, il suffit de connaître les bons coins, c'est-à-dire les zones d'hivernage par exemple pour aller voir les bouquetins, les chamois, qui vont être dans des endroits particuliers, c'est-à-dire dans des pentes exposées sud, qui vont déneiger facilement pour que les animaux puissent trouver de la nourriture plus facilement. Après, on peut aller faire des balades en raquette dans la forêt pour voir les traces des animaux. Après, c'est moins facile pour se déplacer qu'en plein été, mais il y a aussi beaucoup de choses à voir. Les traces des animaux, les aptitudes, les stratégies de survie des animaux à l'hiver. Le public est réceptif à ce message-là, alors tout au long de l'année, mais particulièrement l'hiver. On en a parlé là, juste avant dans la revue de presse. Beaucoup de gens viennent dans nos montagnes pour le ski. Est-ce qu'ils sont réceptifs à écouter ce genre de message pendant leurs vacances ? Oui, je vais vous donner un exemple sur la commune de Pralognan-la-Vanoise. On a une maison du parc, la maison de la Vanoise, qui est ouverte tout l'été et tout l'hiver également. Mais tout l'été, il y a 8 à 10 000 personnes qui viennent dans cette maison du parc, donc se renseigner sur la nature en hiver. Et puis au sommet du domaine skiable, on a l'opportunité, parce que le site s'y prête très bien, de faire des points rencontres. Donc on invite le public à venir. Nous sommes présents, les gardes-moniteurs, gardes-monitrices sont présents avec des jumelles, des longues vues. Et c'est l'occasion d'observer la faune sauvage qui est présente pas très loin de ce site. Pourquoi c'est important de sensibiliser le public ? On va parler des jeunes dans un instant, mais toutes les formes de public. Pourquoi c'est important de sensibiliser le public à cet environnement-là qui est préservé et particulier ?
Oui, l'émerveillement fait partie des choses qui vont aider à protéger la nature. Donc il faut faire vivre des choses aux gens qui vont les marquer, qui vont les toucher. Et c'est ainsi que naturellement, on va aller sur des gestes et des comportements de respect de l'environnement. Sachant que l'hiver, la nature, elle est plus fragile, elle est en situation de survie. Donc il faut la regarder, l'observer et essayer d'avoir le moins d'impact dessus. Le parc national de la Vanoise est un beau terrain de jeu pour sensibiliser à l'environnement au sens large. Oui, tout à fait, parce que c'est un endroit qui est accessible tout au long de l'année, donc l'été, l'hiver, où on peut faire découvrir la nature aussi bien à des enfants qu'à des familles, qu'à du public en déficience visuelle ou moteur. On a différents outils pour faire ce qu'on appelle de la sensibilisation, de l'éducation à l'environnement au parc de la Vanoise. C'est une des missions phares du parc. C'est ça, hein, c'était dans l'émission en fait à l'origine du parc. Oui. On parle souvent du parc national de la Vanoise, on en a beaucoup parlé ces dernières années avec un conseil d'administration un petit peu divisé, mais ce qu'il faut rappeler, c'est que ce parc, il sert peut-être avant tout à ça. Oui, c'était le grand jardin des Français, disait Samivelle. Donc, dans l'émission du Parc national, c'est l'accueil du public au sens large. C'est un territoire ouvert à tous, tout au long de l'année. Et les gardes-moniteurs et gardes-monitrices sont à cœur de faire partager toutes leurs connaissances. Et le parc développe différents outils pour aller dans ce sens, public, ouais. Et notamment, voilà, donc des petits livrets de jeux ou des carnets sur les traces des animaux. D'accord, donc ça c'est ce que j'ai entre les mains. Oui. Donc là oui, le cheval par exemple, pour ne pas le citer. Parmi les publics vers lesquels vous vous tournez, il y a les scolaires, les jeunes savoyards. C'est important qu'ils connaissent cet endroit où ils vivent souvent à proximité. Hein. Oui, ce sont les futurs adultes de demain. Donc avec les scolaires, on a un travail sur le long terme. On construit des projets pédagogiques avec des interventions en classe, des sorties sur le terrain, en été ou en hiver. L'idée, c'est que ces jeunes intègrent un capital nature qui leur servira plus tard quand ils seront les décideurs locaux tout au long de leur parcours. Mais ce travail de sensibilisation ne porte pas que sur les scolaires. On est aussi attaché à accueillir les vacanciers, les visiteurs, avec des hôtesses dans nos maisons du parc, par exemple, ou à la maison de la réserve naturelle de Tueda, par exemple. Le fil à tirer, notamment auprès des enfants, pour toucher les personnes qui sont en face de vous, c'est lequel ? C'est l'émotion, c'est leur faire vivre des choses pour de vrai, voir des animaux pour de vrai ou des traces pour de vrai. Les interventions en classe sont importantes, mais moi ce que je préfère, c'est emmener les enfants dehors, leur faire vivre des choses et partager nos expériences au quotidien. Ils en ont besoin, les enfants du coin ? C'est-à-dire que ce parc dont ils peuvent entendre parler, etc., finalement, ils ont besoin aussi de le découvrir ? Oui. Il n'est pas évident pour tout un chacun de mettre le bon nom sur le bon animal. Voilà, savoir nommer le chamois, le chevreuil ou le cerf, la biche, le faon, etc. Donc oui, des choses finalement qui sont assez simples. Il y a besoin de faire un travail sur ce thème-là. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, on a vu aussi passer des photos. Le public en situation de handicap aussi, est associé évidemment à ces ateliers d'animation, etc. Là encore, c'est tout le temps possible de trouver quelque chose pour accrocher. Oui, alors concernant le public handicap, c'est la notion de nature en partage. Vraiment, c'est de faire découvrir la nature à tout public. Donc, comme on peut le voir sur les photos, on dispose de matériel particulier, comme des fauteuils hippocampes, voilà, pour pouvoir déplacer des personnes à mobilité réduite l'hiver. Donc, c'est quand même un sacré challenge. Et puis ensuite, avec une longue vue, on va pouvoir observer les animaux, les oiseaux, les traces dans la neige. Il y a toujours des choses intéressantes à dire. Vous portez votre uniforme, ça s'appelle comme ça ? Oui. Voilà. Il y a un petit écusson police de l'environnement, c'est-à-dire que la sensibilisation, l'accueil, c'est une de vos missions, mais pas seulement. Votre métier, le métier de garde-moniteur.
En quoi ça consiste? Oui, donc c'est un métier passionnant déjà. C'est un métier qui est très diversifié. Donc, en tant que garde, nous sommes inspecteurs de l'environnement, donc nous sommes commissionnés et assermentés, donc c'est-à-dire nous sommes habilités à dresser des procès-verbaux en cas de constatation d'infraction à la nature. Et le côté moniteur-monitrice, c'est tout ce qui est sensibilisation, éducation à l'environnement. Et puis, il faut rajouter un troisième volet, qui est tout ce qui est suivi scientifique. Nous mettons en œuvre des suivis scientifiques sur le parc, qui est vraiment un espace de recherche et d'innovation. Par exemple, ça va être le comptage des animaux comme le tétralyre, le lagopède alpin. Ça peut être le suivi de bouquetins marqués, puisque le parc de la Vanoise, c'est bien la protection du bouquetin des Alpes qui en est à l'origine. Et puis, il ne faut pas oublier tout ce qui concerne la botanique. On fait aussi tout un travail de suivi sur des plantes rares et protégées. Et ça, je suppose que ça prend du temps, ce suivi scientifique-là. Oui, ça prend du temps. Les journées sont bien remplies, en tout cas. Vous êtes combien à réaliser ces missions sur l'ensemble du parc Nous sommes une équipe de 25-30 gardes, moniteurs, monitrices et techniciens de l'environnement également. Il y a beaucoup d'infractions? Il y en a, il ne faut pas se le cacher, mais on essaye de faire un maximum de prévention et d'information sur site, avec des panneaux, et puis en amont, j'ai envie de dire, avec des interventions auprès des écoles, des randonnées accompagnées auprès du grand public, rencontrer au maximum les gens. Eh bien, ça leur donne envie de respecter ces règles qui sont avant tout des règles de savoir-vivre et de respect qui pourraient être valables partout, sur l'ensemble du territoire, pas qu'en cœur de parc. La nature mérite notre intérêt, notre attention partout. D'où l'importance de cette sensibilisation. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau d'Accès Direct. Et puis toutes les infos sur les animations, etc. sont sur le site internet. Oui. Et donc, on le rappelle, 2 maisons, une à Pralognan, une à Chambéry. Alors, si je me trompe pas. À Chambéry, c'est le siège du parc national. Alors, à Chambéry, c'est le siège. Mais les maisons d'accueil du public, c'est la maison de la Vanoise à Pralognan et la maison de la réserve naturelle de Tueda sur la commune des Allumes-Méribel. Voilà, on sait tout. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Avant de retrouver Seb pour parler des sports, un mot d'économie. En ce début d'année, c'est la saison des vœux pour les élus, les banques, etc. L'occasion de prendre le pouls de notre économie locale. Vendredi dernier à Chambéry, le Crédit Agricole des Savoies est revenu sur le changement de nom de la filiale Suisse, qui s'appelle désormais CA Next Bank et qui a de nouvelles ambitions, parmi lesquelles passer à 100 000 clients en 2020, ouvrir 5 nouvelles agences, notamment en Suisse allemande. L'établissement s'est déjà spécialisé au fil des années, notamment auprès des travailleurs frontaliers, mais elle souhaite désormais s'adresser directement aux Suisses. À ce sujet, on écoute Richard Laborie, qui est le directeur général adjoint. Pourquoi un nouveau nom? Parce qu'il fallait exprimer notre volonté d'être une banque complète, pas seulement une banque de financement en Suisse, financement hypothécaire, mais vraiment une banque capable d'accompagner l'ensemble des clients frontaliers, vous l'avez dit, mais aussi les clients helvétiques présents sur ce territoire-là, avec une offre globale, une capacité de conseil en épargne, en constitution de patrimoine et puis en banque au quotidien. Et puis bien sûr, toujours en financement. Aujourd'hui, CA Next Bank, c'est 9 agences, 43 000 clients, 200 personnes. En 2020, nous visons 100 000 clients, donc une ambition très forte, 5 agences supplémentaires et une capacité à servir nos clients à distance de manière beaucoup plus forte. Ce qu'il faut vraiment réaliser, c'est qu'au départ, cette banque, elle a été créée pour accompagner nos clients frontaliers. Elle s'est développée, c'est pour ça qu'elle change de nom, elle s'est développée aujourd'hui, elle couvre l'ensemble des clients en Suisse, mais au départ, c'est vraiment une initiative qui naît de cette spécificité territoriale forte en Savoie et Haute-Savoie, plus de 100 000 frontaliers qui, tous les matins, passent cette frontière pour aller travailler en Suisse. Voilà, et on passe de l'économie au sport comme chaque lundi. C'est l'instant sport avec toi, Seb. Comment ça va? Salut Fanny, ça va très bien. Alors ce soir, pas d'invité physique. Voilà, mais on aura, si tout va bien, si la technique marche bien, on aura 2 personnes en liaison. Donc je l'ai dit, pas d'invité, mais on a beaucoup de choses à voir. On commence, une fois n'est pas coutume, avec de l'athlétisme. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup ici, mais il y en a, puisqu'on le sait, Tignes s'est spécialisé récemment dans l'organisation de meetings d'athlétisme en altitude. Après une première édition en janvier dernier et une version estivale au mois d'août, la station savoyarde accueillait un concours de saut à la perche la semaine dernière
Et Renaud Lavillenie, comme vous pouvez le voir sur ces images, le champion olympique de 2012 et recordman du monde de la spécialité, en a profité pour lancer sa saison 2018, une première réussie pour l'Auvergnat, puisqu'il a non seulement remporté l'épreuve, mais il a signé une très belle performance avec 5,81 m. Après une année 2017 compliquée et perturbée par les blessures, Renaud Lavillenie semble bien reparti sur de bonnes bases. On notera également le très beau concours du jeune Thibaut Collet qui se classe 3e du haut de ses 18 ans. Je vous propose d'ailleurs d'écouter Renaud Lavillenie et donc Thibaut Collet. C'est vrai que le cas de l'altitude est quelque chose qui du coup est plus ou moins positif. En plus là, cas exceptionnel avec les mètres de neige qui sont tombés récemment, ça fait un décor qui est assez extraordinaire et qui nous permet du coup de se ressourcer, changer aussi un petit peu d'air. Mon objectif de la soirée c'était de faire 5,70 minimum. Je savais que 80 est une ambition réalisable. Après, sur une première compétition, on ne sait jamais comment ça va se passer. Et donc j'ai vraiment des très bonnes sensations aujourd'hui qui va me permettre maintenant de pouvoir me libérer sur les semaines à venir, sur les séances à venir pour maintenant se dire ce 5,80 c'est une première bonne base et il va falloir l'augmenter au fur et à mesure des sorties, quoi. Ouais, donc aujourd'hui j'ai battu mon record. Après, qu'est-ce qui a joué en ma faveur? C'est l'entraînement avant, quoi. C'est la préparation. Et l'ambiance, c'était un truc de malade. Moi, j'ai jamais vu ça. Enfin, comme vous savez, j'ai 18 ans. Je commence à faire des concours avec autant de monde. Et pour moi, c'était vraiment une première. Et l'ambiance, c'est un truc de fou, quoi. Franchement, c'est vraiment le feu. C'est top. Sachez enfin que Renaud Lavillenie a amélioré la meilleure marque de la saison avec un saut à 5,86 m ce dimanche. Donc on peut dire que l'air de Tignes lui a bien porté. Et on reste en station, Seb, mais pour parler rugby. Oui, on est en liaison FaceTime avec Yann Delegue, l'organisateur du tournoi des 6 stations. Yann, bonsoir, vous m'entendez? Alors, je le rappelle, donc, vous êtes un ancien rugbyman international en équipe de France à 20 reprises. La 6e édition du tournoi des 6 stations va débuter le 12 février prochain à Val Thorens. Dites-nous déjà ce qu'est ce fameux tournoi des 6 stations. Une histoire de fou un petit peu. C'est-à-dire qu'on va faire une tournée des neiges, effectivement. Le tournoi des 6 stations Orangina, c'est 6 dates, 6 stations de ski. On réunit 30 anciens internationaux de rugby, 30 joueurs amateurs. On fait des équipes de stations. Et effectivement, on sera donc le 12 février prochain à Val Thorens, le 13 février au Ménuire, le 14 février, on sera à Valmorel pour la Saint-Valentin, le 15 février, on sera à Laclusaz, le vendredi 16 février, on sera à Châtel, et 17 et 18 pour la grande finale à Megève. Voilà un petit peu sur toute la semaine du tournoi des 6 stations Orangina. D'où ça vient, cette idée de réunir des anciennes gloires du rugby sur la neige? Alors la genèse, c'est une grosse soirée entre rugbyman, un ballon de rugby sorti du coffre, et puis finalement on était en montagne, les montagnards ont trouvé l'idée sympa, et en soirée, autour de quelques verres, on s'est dit mais pourquoi pas faire un tournoi sur la neige? Voilà, il y a 6 ans, ce tournoi a pris pour la première fois, et puis finalement aujourd'hui on s'est bien professionnalisé, c'est un bel événement dans les stations de ski. Alors vous l'avez dit, les équipes, donc chaque équipe représente une station avec 5 anciens joueurs internationaux et des joueurs amateurs. C'est aussi ça l'esprit du tournoi, mélanger les amateurs et les anciennes gloires? Exactement, cette notion de partage, le partage entre les joueurs internationaux et les joueurs amateurs, le partage avec le public aussi, parce qu'on a un village des partenaires toute la journée qui est animé par une mascotte. Donc voilà, c'est ce partage, et il faut noter quand même que dans les joueurs internationaux, il y a du lourd, puisqu'il y a des joueurs comme Dimitri Ashvili, Manuel Arinordoki, Serge Betsen, Christophe Dobenici, Brian Liebenberg, Olivier Magne, Christian Califano, pour ne citer que, mais il y a vraiment énormément de superbes joueurs, même des joueurs étrangers comme Mike Tyndall ou Yann Balchot, ou encore beaucoup d'autres. Alors vous avez cité les stations, Val Thorens, les Ménuires, Valmorel, Laclusaz, Châtel ou encore Megève. Comment est-ce que justement vous choisissez les stations? Ça tourne un petit peu, puisqu'il me semble que l'année dernière, il y en avait du côté des Contamines Montjoie, ça tourne? Oui, exactement. C'est-à-dire qu'on a nos stations fidèles, et puis on essaie aussi de renouveler un petit peu les stations, parce qu'on a des demandes des stations, donc on est là aussi pour faire plaisir à tout le monde, et d'aller à la rencontre du public, à la rencontre des gens, puisque c'est un spectacle gratuit. Et effectivement, l'idée, c'est d'aller dans différentes stations pour satisfaire le plus grand nombre. Avant de se quitter, une journée consacrée à la femme le 14 février. Oui, exactement. On fait des journées à thème. Et là, pour le 14 février, ce sera une journée consacrée notamment à la femme, avec l'équipe de France féminine qui sera là pour jouer en levée de rideau contre les filles du Loup. Merci beaucoup Yann Delegue. On vous souhaite bien évidemment bonne continuation. Et puis on espère que tout se passera bien pour ce tournoi. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.
Seb, on va prendre la direction maintenant de Pralognan pour une Coupe du Monde Fils de Télémark. D'ailleurs, les téléspectateurs de 8 Mont Blanc ont pu la suivre sur 8 Mont Blanc vendredi et samedi. Emmanuel Jaude était sur place et il a vu les Français briller. Assister à une compétition de Télémark, c'est toujours un grand moment. Le public de Pralognan l'a bien compris ce vendredi. Ils sont en effet venus nombreux applaudir les télémarqueurs du monde entier et bien sûr les Français qui se devaient de faire grosse impression devant leur public. Et même si le grand favori, le skieur de Méribel file l'eau, se classe 5e, la Haut-Savoyarde Argeline Tan-Bouquet monte sur la seconde marche du podium. Je suis très contente de ma deuxième manche. Cette saison pour l'instant j'avais du mal à lâcher les skis à 100%. Et là, je pense que vraiment, j'ai adoré le mur. Je pense que j'ai bien découpé la piste, comme on dit. Je me suis trop fait plaisir. J'ai fait une faute sur le plat encore, comme à la première manche. Ça me coûte une péna et ça fait cher à la fin. Mais bon, c'est comme ça. C'est des petites fautes à corriger. Et franchement, ça reste une super journée. J'aurais bien aimé la gagner, celle-là. Mais voilà, il y en a été plus fortes. Donc bravo, mais ça n'enlève rien. Je suis vraiment contente de ma course. Une très belle épreuve donc sur laquelle on aura pu également croiser le président de la Fédération française de ski, Michel Vion, qui, à quelques semaines à peine de Pyeongchang, ne rêve plus que d'olympisme. Il y a une démarche qui est entamée depuis maintenant pas mal d'années. Donc nous, la France, on est un des rares pays à soutenir franchement cette candidature olympique pour le télémark. Les Norvégiens, les Suisses, un peu les Allemands et surtout les Français. Donc on pense que c'est une discipline qui a sa place dans le programme olympique. Mais c'est pas gagné pour les prochains Jeux, y compris ceux de Pékin en 2022. Mais ça serait bien, ça serait une vraie reconnaissance de la discipline. Il y a un geste magnifique, une technique magnifique. Et oui, je pense que ça mériterait d'être olympique. Pour la station aussi, la fièvre du télémark s'est fait sentir. En effet, depuis plusieurs années déjà, Pralognan tente de retrouver sa notoriété de station de ski de premier ordre, une volonté qui passe notamment par l'organisation de grands événements sportifs. Oui, c'est très important pour nous d'avoir des événements, comme vous l'avez dit, pour le remplissage, mais aussi pour la notoriété, le rayonnement que ça peut apporter à notre station. Revenir dans le milieu du ski, pour nous, c'était une volonté communale. Donc on est très heureux de pouvoir accueillir cet événement cette année. Quant aux athlètes, après les courses savoyardes, direction les USA pour 2 étapes de Coupe du Monde, avant le retour en France et l'étape de l'Elex début février. Seb, on reste sur les skis avec la Coupe du Monde et la première victoire de Victor Muffat-Jandé. Oui, très bonne nouvelle pour les skieurs de Val d'Isère qui attendaient ça depuis bien longtemps. Après 5 podiums en Coupe du Monde, Victor Muffat-Jandé s'est enfin imposé en Coupe du Monde après 134 départs. C'était lors du combiné alpin de Wengen en Suisse. Le combiné alpin, on rappelle, c'est une descente et un slalom. Il a terminé 27e de la descente, mais il a remporté la manche de slalom pour signer donc ce premier succès. On espère évidemment qu'il en appelle d'autres, et notamment pour les Jeux du côté de Pyeongchang. On reste sur la neige. Oui, on est en liaison Skype avec Anne-Flore Marxer. Anne-Flore, bonsoir. Bonsoir. Alors je rappelle, vous êtes snowboardeuse, vous avez remporté le Freeride World Tour en 2011, terminé 2 fois deuxième de cette compétition, notamment l'année dernière. Une première question, est-ce que vous serez sur le circuit cette année en 2018 ? Alors a priori cette année, je vais me concentrer sur la production d'images et notamment sur des films qui auront l'honneur de promouvoir le snowboard féminin. Et puis ça va être mon projet de l'année où on va partir tout le mois de mars et on sortira un film au mois d'octobre pour raconter l'histoire des femmes en Islande. Pourquoi l'Islande ? L'Islande parce que c'est le premier pays qui a élu démocratiquement un président femme et qui a fait vraiment des avancées assez extraordinaires du côté de l'égalité. Et justement, c'est ce qui m'intéressait, sortir de mon cadre sportif qui est extrêmement sexiste et puis aller voir finalement comment on se sent en tant que femme sportive quand on se retrouve dans un environnement qui prône l'égalité et qui finalement encourage les femmes sur plus d'opportunités et de plus belles expériences. Le sexisme dans le sport, c'est un de vos chevals de bataille. Une photo récemment a fait beaucoup parler d'elle. Pourquoi ça vous tient autant à cœur ? Il y a un vrai déséquilibre. Vous, en tant que sportif de haut niveau, vous le vivez au jour le jour ? Je pense que quand j'étais jeune, je ne réalisais pas du tout cette inégalité entre les femmes et les hommes. Moi, j'ai toujours été avec beaucoup de mecs. Je snowboard. Ce qui m'intéressait, c'était de pratiquer mon sport. Et puis finalement, je pensais qu'il suffisait de prouver de quoi on était capable pour pouvoir ouvrir de plus belles opportunités. Et puis, j'ai assez vite réalisé finalement que c'était pas forcément le cas. Et je pense que ma prise de position actuelle
c'est forcément un résultat de ce qui s'est passé sur les 15 dernières années de mon activité de sportive de haut niveau. J'ai fait beaucoup de choses, d'en parler dans les médias, mais de faire des pétitions, d'amener le prize money de façon égalitaire sur les compétitions de freestyle. En 2011, quand j'ai fait les compétitions de freeride, les femmes ont été reléguées au tour de qualification. On a réussi à réinstaurer les femmes sur le tour au même titre que les hommes. Mais à l'heure actuelle, sur les compétitions de freeride, les femmes en snowboard, on est toujours payées à 50% de ce que sont payés les hommes en ski pour une première place, par exemple. Moi, je trouve que c'est très irrespectueux pour ce qu'on fait. Il faut savoir que les sports d'action, c'est très difficile. On se blesse, on prend des risques. Et puis, pour moi, c'est important de vraiment amener le débat, en tout cas, amener la discussion d'une façon un petit peu constructive et puis intelligente pour que finalement les choses avancent, parce que il me semble que c'est complètement à côté de la plaque à l'heure actuelle d'avoir toujours ce genre de regard sur le sport au féminin. Et puis, effectivement, c'est quelque chose qui pour moi, me semble une évidence. Et en tout cas, je trouve beau de voir tous ces commentaires de supportrices et supporters, de plein de gens qui m'écrivent pour qui, effectivement, ils ne voient pas pourquoi un titre de championne du monde serait forcément relégué en dessous de celui du titre de champion du monde, au même titre qu'un titre de championne olympique ou champion olympique. Là, vous avez dit que ça vous semblait, vous, évident, ce combat-là, mais on en entend peu parler finalement dans le milieu du sport de ce combat. Vous vous sentez isolé ? Je ne sais pas si je suis isolée, je sais que c'est quelque chose que toutes les sportives ressentent, en tout cas dans plein de sports. Vous êtes peu à le dire. Récemment, les femmes en stand-up paddle, il y a eu une énorme compétition organisée par Red Bull où il n'y avait que les hommes. Et toutes les femmes en stand-up paddle ont mis sur leur Instagram une image d'elles avec un panneau pour dire je paddle pour l'égalité. Et donc, je pense que c'est vraiment quelque chose qui résonne de façon très, très forte du côté des femmes. Après, moi, je choisis de prendre la parole et je choisis d'être assez... Voilà, pour moi, je ne peux pas rester silencieuse sur ce sujet. C'est pour moi quelque chose d'important de pouvoir m'assurer que mon sport offrira de plus belles opportunités pour les plus jeunes femmes. En tout cas, je fais tout pour, et quelque part, c'est aussi ma plus grande fierté de me dire que quand je vois maintenant, il y a bientôt les Jeux Olympiques, vous allez voir le niveau des femmes en slopestyle. Le niveau qu'il y a actuellement n'aurait pas été possible sans les avancées qu'on a acquises il y a 10 ans sur le tour en freestyle. Et pour moi, quand je regarde les filles en slopestyle aujourd'hui, je suis extrêmement fière. Et je vois que le sport féminin a vraiment de très très belles choses à offrir, avec des grandes marges de progression à partir du moment où il y a du soutien financier et il y a un soutien de la presse et il y a un réel respect des gens et pour ce qu'elles font, parce que c'est vraiment très impressionnant. Anne-Fleur, avant de se quitter, un mot sur l'initiative Riders for Refugees. Vous êtes une des à l'initiative, une des personnes à l'initiative. Quel bilan pour cette première campagne ? Deuxième campagne. Pardon. Oui, Riders for Refugees, ça a été lancé l'année dernière, et moi cette année je voulais vraiment apporter, je voulais profiter de l'occasion pour vraiment faire quelque chose moi-même, mettre la main à la pâte. Et c'était vraiment incroyable de voir le nombre de personnes qui ont participé, qui nous ont donné des vestes, qui nous ont envoyé des messages, qui ont finalement permis d'amener, on a amené quelque chose comme 9 palettes de 2,40 m. On était complètement débordés par les cartons pleins de donations. Un énorme merci à toutes les personnes qui ont participé à cette collecte, parce que ça faisait vraiment chaud au cœur. Après, on a amené toutes ces vestes, on les a amenées jusqu'en Italie. Alors, on s'est à Ventimiglia, ensuite on est allé jusqu'à Gorizia, et on a vraiment été jusqu'à les distribuer de nous-mêmes. C'est vrai que c'est une situation dramatique. Je pense qu'il faut vraiment faire évoluer le discours sur le problème des réfugiés, parce que vraiment, c'est la façon dont on les traite, en tout cas la façon dont le système politique européen à l'heure actuelle, c'est complètement inhumain, la façon dont ils vivent. Et puis à savoir qu'il y a plein de gens, en tout cas moi, des moments que j'ai passés avec eux, ils étaient tellement émouvants, tellement chaleureux. Une vraie expérience humaine. Ils revenaient de l'enfer, et vraiment, encore merci à toutes les personnes qui ont participé à cette collecte, parce qu'ils ont apporté énormément de soutien, énormément de sourire à toutes ces personnes qui en avaient tant besoin. Merci beaucoup Anne-Fleur, et bonne continuation, et puis surtout bon film cette année, on a hâte de le voir. Merci à vous.
Seb, très rapidement, Allez, très les rapidement. résultats. Juste pour vous signaler la victoire d'Annecy contre Isère, on parle là de football National 2, victoire 2-0. En basket, là aussi une belle victoire pour Aix-Maurienne, Savoie Basket qui s'impose contre Lille, équipe de haut de tableau 78-76. En rugby, par contre, c'est plus compliqué pour Chambéry qui s'incline du côté de Albi 34-17. D'ailleurs, les dirigeants de Chambéry ont annoncé qu'ils ne prétendraient pas justement aux phases finales, donc ils ne monteront pas en Pro D2. Pour la Fédérale 2, victoire 38-0 pour Rumi et match nul entre Annecy et le Bellegarde 19-19. Un mot de hockey sur glace avec la défaite de Chamonix contre Nice, très mauvaise opération pour les pionniers. Et enfin, c'est pas assez pour toi, Fanette, le résultat de waterpolo avec la très belle victoire de Aix en Savoie du côté de Denain, 16-8. Eh ben, merci Seb. Pas de rappel des titres, je le rappelle quand même, on reparlera rapidement du Lyon-Turin avec les tracés autour de Chambéry et puis des conséquences du Brexit en station. On se quitte avec quelques images du côté de Pras-sur-Arly. Ce week-end, il y avait la 28e édition des Montgolfiades, un meeting de 20 montgolfières provenant de France, de Belgique et de Suisse. De bien belles images parce qu'il faisait très beau. Demain, dans Accès Direct, on parlera montagne avec Nils Martin, directeur adjoint de la Fédération française des clubs alpins et de montagne. On parlera aussi cinéma à l'occasion du Cinébala qui fait résonner cette année les cinémas d'Afrique au féminin. Et puis Manu viendra nous parler de sa série de la semaine consacrée au métier de l'ombre en station. Encore plein de belles choses donc demain dans Accès Direct. Merci de votre fidélité au programme de 8 Mont Blanc, à l'antenne et sur les réseaux sociaux. Merci à toute l'équipe. À demain.